Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va remonter le temps sur plus d'1 million d'années grâce à de la glace extraite de l'Antarctique. Se projeter dans l'avenir avec la transformation de la station de Champs-Rousses en mode 4 saisons et faire une pause musicale pour découvrir les lives de l'association Café de Nuit. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Christopher Hardy, le directeur de l'Office du tourisme de Champs-Rousses. Bonjour. Bonjour Thibault. Bienvenue à Champs-Rousses, station olympique qui se projette dans l'avenir en diversifiant son offre d'activités. À côté de Christopher, Léo Prévitali. Bonjour Léo. Bonjour. Bienvenue, créateur avec une bande de copains, on peut le dire, de live session pour mettre un coup de projecteur sur la scène grenobloise. On met un coup de projecteur aujourd'hui également sur des jeunes écoliers de CM1 et de CM2 de Bernin. Vous les avez entendus applaudir et ils ont eu la permission de leur maîtresse pour assister à cette émission. Donc voilà, ils vont nous accompagner dans ce Si on parlait. Et avant de réchauffer l'ambiance avec de la musique, on va partir au froid avec deux glaciologues grenoblois. Bonjour à tous les deux, Frédéric Parenin et Olivier Alemany. Bonjour. Vous avez participé à un projet de recherche international consistant à remonter le temps sur plus d'1 million d'années. Alors vous travaillez tous les deux à Grenoble, à l'Institut des géosciences qui est situé sur le campus universitaire, les géosciences de l'environnement. Mais ce projet, Olivier, vous en emmenez un petit peu plus loin que les frontières iséroises. Légèrement. Légèrement plus loin. Oui, on a été récupérer cette glace en Antarctique, sur le plateau antarctique, sur un site qu'on appelle Little Domsee, qui a une 50aine de kilomètres de la station franco-italienne Concordia. Donc oui, un peu plus loin que l'Isère. Alors l'Antarctique, pour faire simple, c'est le pôle sud. Oui. Et c'est un continent assez hostile dans lequel les scientifiques ont créé, il y a déjà un petit bout de temps, une base scientifique, on la voit là, cette base franco-italienne, Concordia, au milieu de nulle part. On est dans un désert de glace là-bas. Oui, là, on est à peu près à 1000 km de la côte et à 1000 km de la première personne que vous pourrez rencontrer. Donc ouais, on est assez isolé. Et je crois qu'on a commencé la construction de la station en 99 ou 98, quelque chose comme ça. Et la construction a pris quelques temps. 2005, quand on a eu le premier hivernage, je crois. Combien de scientifiques travaillent là dans cette station ? C'est variable. Alors en été, on peut être entre 60 et 80. Ça va dépendre du taux d'occupation scientifique. Et puis en hiver, pendant la saison hivernale, où il y en a 14 ou 16 qui restent, isolés du monde pendant une dizaine de mois. C'est-à-dire que le dernier avion part de Concordia début février. Le premier, il retourne, je crois, début novembre, fin octobre. Et donc, entre début février et fin octobre, les 16 qui restent là-bas ne voient absolument personne. Ils sont obligés de toute façon de vivre en autonomie, en autarcie ? Ils sont obligés de vivre entre eux sans pouvoir être évacués ou sans support quelconque depuis l'extérieur. Vous avez déjà vécu un hiver là-bas ? Ah non. Non. Je sais pas. J'étais trop vieux. Quand j'ai commencé la glaciologie, je pense que c'était déjà trop vieux pour faire ça. Bon, juste pour préciser, l'été, là-bas, c'est moins 30 degrés, et l'hiver, je crois qu'on est au-delà des moins 60, parfois. Je crois qu'ils ont eu un moins 79, quelque chose comme ça. C'est frais. Ouais, c'est très frais. Cette station, Frédéric, elle n'a pas été choisie au hasard, l'emplacement, en tout cas, de cette base scientifique. Non, elle a été choisie, en fait... alors, quand on voit les photos, on a l'impression que c'est très plat, mais en fait, il y a quand même des variations d'altitude. Et donc, elle a été choisie à Domsee, donc il y a un dôme topographique, quand on regarde des cartes satellites, par exemple. Voilà, donc elle a été choisie, elle a été placée au niveau du dôme. On le voit là, ce dôme sur ce schéma. Et en dessous de cette station, qui est finalement à plus de 3000 mètres d'altitude, il y a énormément de glace avant d'arriver sur la terre ferme, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plusieurs kilomètres de glace. Alors en dessous de la station, il y en a à peu près 3270 mètres de glace. Et donc un peu plus de 3 kilomètres.
Mais c'est variable en fait parce qu'il y a un continent sous-glaciaire évidemment, et puis il y a des reliefs de ce continent sous-glaciaire. Donc au site de Petit Domsée, là où on est allé forer ces dernières saisons, il y a un petit peu moins de glace en fait. Il y a 2800 mètres de glace, donc il y en a un petit peu moins qu'à la base Concordia. À quoi elle sert cette glace enfouie pour des scientifiques comme vous? Alors cette glace, elle est très précieuse parce que c'est une archive des climats du passé en fait. Donc on peut reconstituer par exemple la température qu'il faisait en Antarctique quand la neige s'est déposée. Et puis on peut également, en fait cette glace elle emprisonne des petites bulles d'air et ces petites bulles d'air sont directement des échantillons des atmosphères passées. Donc on a juste à analyser, à extraire l'air de la glace, à l'analyser et on sait par exemple quelles étaient les concentrations en gaz à effet de serre comme le CO2 dans le passé. Alors, la mise en place d'un forage dans un endroit aussi hostile que celui-là, Olivier, ça demande un petit peu de logistique. Alors, on a vu la base, le forage dont on va parler, il se situe à quelques kilomètres de cette base permanente. Oui, c'est à une quarantaine de kilomètres, 40-50 kilomètres. Et la préparation logistique de l'opération commence très tôt. C'est-à-dire que la première saison où on a commencé à mettre en place la tente et puis le plancher, la tente de forage et le plancher, c'était en 2019-2020, juste avant le Covid. Mais on a commencé à préparer le matériel et à en expédier depuis l'Europe en 2016-2017. C'est-à-dire qu'on a commencé très en amont à concevoir les instruments de forage, à concevoir l'infrastructure dont on aura besoin, la faire parvenir d'abord en Australie, en Tasmanie, puis sur la côte, puis sur le plateau, puis du plateau vers la Little Domsée. Donc tout ça, c'est assez compliqué à organiser au niveau logistique, effectivement. On voit les images de la base de forage. Vous vivez là pendant plusieurs semaines. C'est un peu précaire comme situation? Entre 2 et 3 mois. On 2 vit et 3 mois plutôt 2 mois. Oui, bon, ça va dépendre un peu du temps qu'on va mettre pour y arriver. Oui, c'est assez précaire, mais je dirais pas tant que ça. On a connu plus précaire sur d'autres opérations. Celle-ci, on a encore un endroit où manger chaud, à l'abri du vent. On a potentiellement une douche et des toilettes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je dirais que c'est assez précaire, mais que ça pourrait être pire. Comment on fait techniquement pour aller sonder plusieurs kilomètres sous les pieds une glace aussi ancienne? On procède par passes successives, c'est-à-dire qu'on a un instrument qu'on appelle un carottier qui a un long cylindre qui fait à peu près 15-16 mètres de long, avec une partie tournante à l'intérieur. La partie tournante, en tournant, va usiner de la glace. Cette glace va se loger dans un tube. On va tirer sur un câble, ramener l'ensemble à la surface, sortir nos 4 mètres de carotte, là c'était le cas à peu près, 4 mètres 50. Et puis derrière, on va retourner, redescendre l'engin de forage avec son câble et refaire 4 mètres 50 de carotte, et puis ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Bon, il y a un gros boulot technique, d'ingénierie avant d'arriver à l'étude de cette glace. Il faut quand même concevoir ce système d'extraction. Oui. L'ensemble est conçu, c'est pour ça que je vous dis, on a commencé à peu près en 2016 à dessiner le carottier, à commencer à le fabriquer en fonction des moyens. On conçoit toujours nos engins de forage en fonction des moyens logistiques dont on va dépendre. Et tout est dimensionné en fonction des pièces les plus lourdes qui peuvent être transportées et des pièces les plus longues qui peuvent être transportées. Donc cette conception du camp et de l'ensemble de forage est faite en concertation avec les agences logistiques qui vont nous transporter, aussi bien nous que les instruments qu'on va concevoir. Donc ça prend un peu de temps, il y a 3-4 ans de conception, de préparation en amont avant d'envoyer les premières pièces. C'est à peu près 10 ans de travail quand on va dire qu'on va pour un forage jusqu'à 2800 mètres à peu près. Frédéric, vous n'avez pas encore eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'aller sur place? Alors moi, je suis allé en Antarctique, mais pas à Little Domsée ni à Concordia. J'étais pour un autre projet de forage qui s'appelait Talos Dome, un projet franco-italien. Ça fait bientôt une vingtaine d'années, en fait. Et je ne suis pas retourné depuis parce que j'ai une vie de famille et c'est quand même assez compliqué c'est sûr. à gérer. Mais peut-être dans les années à venir, je retournerai. Ouais. Comment on fait pour dater l'âge de la glace? Est-ce que c'est comme pour les arbres, on compte le nombre d'anneaux et puis on est à peu près bon là? Pour la glace, on fait comment pour être sûr que on ressort des glaces de 100, 200, 500, 800 000 années? Alors, dans certains sites où il y a un fort taux d'accumulation de neige, par exemple c'est le cas au Groenland, on arrive à effectivement avoir des couches annuelles, on voit des variations saisonnières.
Mais là où on va forer au centre de l'Antarctique de l'Est, c'est pas possible parce qu'il tombe assez peu de neige. En fait, il tombe l'équivalent de, je sais pas, 2-3 cm de glace par an. Et puis en plus, cette neige, elle est rebrassée en surface par le vent. Donc du coup, on perd les variations saisonnières. Donc là, en fait, pour dater, on se compare à d'autres enregistrements connus. Alors là, par exemple, donc le forage de Little Dome C, on s'est comparé au forage de Dome C à Concordia, en fait, qui a été fait il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. Voilà, donc on retrouve les mêmes variations. Donc du coup, on a pu, jusqu'à 800 000 ans, se recaler sur le forage Concordia. Et après, on peut se recaler sur des carottes marines qui, elles, vont beaucoup plus loin dans le temps. Les carottes marines, elles peuvent remonter jusqu'à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'années. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Et puis, donc comment elles sont datées, ces carottes marines? Et c'est une méthode qu'on peut appliquer aux carottes de glace aussi. En fait, on voit des variations dans les paramètres qu'on mesure dans la glace qui sont corrélées aux variations des paramètres astronomiques de la Terre. Par exemple, l'orbite de la Terre, elle change au cours du temps. Et ça a un impact sur la quantité d'énergie reçue par la Terre du Soleil. Et on retrouve donc ces variations orbitales, elles sont très bien connues par des calculs de mécanique. Et donc, on peut se comparer aux variations orbitales et c'est comme ça qu'on arrive à dater ces enregistrements. Alors jusqu'à maintenant, la glace la plus ancienne qui a été extraite de l'Antarctique, elle était datée de 800 000 ans, c'est déjà très vieux. Oui. Depuis le mois de janvier, et avec la collaboration notamment des chercheurs français, c'est une glace de plus d'1 million d'années qui est sortie donc, de ces carottes. Vous étiez sur place Olivier, à ce moment-là? Non, moi j'étais pas sur place. Ils ont fait ça en janvier. Moi j'étais là-bas la saison dernière. Mais j'ai suivi les aventures des collègues, puisqu'on a des échanges assez réguliers entre foreurs. Donc j'ai suivi leur progression. Elle sort de ce petit bout de Elle sort de métal, de ce tube, voilà. On sort des morceaux de glace qui font 4,50 m de ce tube. Qui sont plutôt en bon état. Le carottier a plutôt bien fonctionné. Alors je dis ça, c'est un carottier allemand, donc je peux le dire, c'est pas par farfanterie. Mais ça a plutôt bien marché. Et non, j'y étais pas, mais j'ai suivi leur progression spectaculaire cette année. On estime à 1,2 million d'années. La glace, on la voit là, qui est sortie la plus profonde. On ne peut pas aller plus loin, Frédéric? Alors, donc on s'est comparé aux enregistrements marins, comme je vous disais, et on a vu on avait un enregistrement très comparable jusqu'à 1,2 million d'années. Donc on est assez confiant qu'effectivement on a un enregistrement continu jusqu'à 1,2 million d'années. Mais 1,2 million d'années se trouve à 2500 mètres à peu près, et le forage va jusqu'à 2800 mètres. Ça veut dire qu'il y a encore 300 mètres de glace qui est sans aucun doute plus vieille que 1,2 million d'années. Alors qui sera peut-être un petit peu mélangé, c'est-à-dire que l'enregistrement ne sera peut-être pas continu, il y aura peut-être des parties manquantes ou des parties à l'envers ou dupliquées. Donc on ne sait pas encore exactement, mais potentiellement on pourra remonter très très loin dans le temps, effectivement. Là, sur ce site-là en particulier, Olivier, on est arrivé pratiquement au socle, à la Terre. C'est bien l'impression que j'ai. En tout cas, la dernière carotte qui a été extraite semble indiquer qu'on a la fin de la glace et puis le début du rocher qu'on peut trouver sous la glace, que les collègues ont essayé de commencer à carotter cette année et qu'on pourra peut-être potentiellement essayer de carotter encore un peu l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces carottes de glace, Frédéric? Ça va être un objet d'étude, j'imagine, dans les années qui viennent? Dans les mois et dans les années qui viennent, on va les étudier, ces carottes de glace. Alors là, en fait, en ce moment, elles sont sur un bateau italien, le Laura Bassi, dans des containers à -50. Voilà, donc elles vont revenir dans les semaines qui viennent jusqu'en Italie. Et puis après, de l'Italie, elles vont remonter en camion. Les containers vont remonter en camion jusqu'à Bremerhaven. Donc c'est à Bremerhaven qu'elles seront stockées en Allemagne. Voilà, donc là, il y aura un découpage en échantillons des carottes. On va tous s'y mettre ensemble. On va découper les carottes en échantillons. Puis les échantillons vont être dispatchés dans les différents labos européens pour être analysés. Et alors, à quoi ça va servir cette étude? C'est déjà beau de sortir de la glace d'1 million d'années, mais à quoi ça peut servir pour notre quotidien ou notre avenir, par exemple?
Alors, vous avez peut-être entendu parler des cycles glaciaires interglaciaires, du quaternaire. Donc, par exemple, il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire. Il y avait des glaciers sur toutes les Alpes. Dans la vallée du Grésivaudan. Voilà, exactement. Les glaciers allaient même jusqu'à Lyon, puisqu'on a retrouvé des blocs de rochers qui ont été transportés par les glaciers jusqu'à Lyon. Il y avait aussi une très grosse calotte sur toute l'Amérique du Nord, enfin le nord de l'Amérique du Nord, donc le Canada, le nord des États-Unis. Il y avait aussi une calotte sur la Scandinavie, le nord de la Russie. Enfin, voilà. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'à l'actuel, hein, c'est pour vous donner une idée, parce qu'il y avait toute cette quantité de glace qui était stockée sur des continents. Et donc, ces cycles glaciaires interglaciaires du dernier million d'années, ils ont une très grande amplitude, et puis ils ont aussi une période d'à peu près 100 000 ans, c'est-à-dire qu'ils se produisaient tous les 100 000 ans. Et en fait, quand on remonte au-delà de 1 million d'années, on trouve des cycles qui avaient une amplitude plus faible, et puis qui avaient une période de seulement 40 000 ans. Donc on voudrait aller il y a 1 million d'années pour comprendre ce qui s'est passé pour que ces grands cycles glaciaires apparaissent en fait. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la compréhension de ce qui va se passer plus tard? Parce que là on est plutôt dans un schéma un peu différent. Les glaciers reculent et le niveau de la mer remonte. Oui, alors toute la problématique c'est de comprendre quelle est l'influence par exemple du CO2 sur le climat. Hein. Donc on pense que cette transition qu'on appelle la transition du mi-Pléistocène il y a 1 million d'années, elle a peut-être été produite par des variations de CO2 justement. Voilà, donc on veut comprendre quel est le rôle du CO2 sur le climat. On ne peut pas faire d'expériences sur le climat, donc ces expériences, on les trouve dans le passé, en fait. Et j'ajoute aussi que donc actuellement, le CO2 est à peu près à 425 ppm, c'est des parties par million. Au cours des 800 000 dernières années, pour vous donner un ordre de grandeur, il a varié entre 180 et 300 ppm. Et là, on est à 425 actuellement. Et quand on remonte sur plusieurs millions d'années, par exemple, il y a 3 millions d'années, on trouve des concentrations en CO2 qui étaient comparables à ce qu'on a actuellement. Voilà, donc ça pourrait être intéressant d'étudier quel était le climat avec des concentrations de CO2 comparables à l'actuel. Bon, vous avez un peu de boulot dans les mois et les années à venir. Et des carottes vont arriver à Grenoble dans ce laps de temps ou vous irez en Allemagne les étudier? Eh ben, on va aller en Allemagne les découper. Et puis après, effectivement, ça n'a pas encore été décidé. Ça va se décider dans les semaines qui viennent. Mais on espère qu'il y aura des échantillons à analyser qui vont revenir à Grenoble, effectivement. Est-ce que l'Antarctique a connu une période sans glace, enfin le globe sans glace du tout, dans l'histoire de notre Terre? Alors, l'Antarctique n'était pas déglacé, donc la glaciation de l'Antarctique s'est produite il y a à peu près 34 millions d'années. Voilà, donc potentiellement, on pourrait retrouver des glaces de plusieurs dizaines de millions d'années en Antarctique, effectivement. Bon. Olivier, prêt à repartir pour une autre expédition là-bas? Oui. Ouais. Oui. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Les plannings ne sont pas encore complètement figés. Bon, comment on passe le temps quand on travaille dans des conditions de solitude aussi extrêmes? Alors, on passe assez peu le temps finalement. On travaille tous les jours. Et puis le soir, on mange et on va se coucher. Donc il y a assez peu de temps dédié au loisir parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de possibilité de loisir. Bon, même le ski, parce qu'il y a de la neige. C'est plat, hein. C'est plat. Sur la piste, le ski de piste, c'est pas possible. Oui, puis le ski de fond à moins 30 degrés avec le vent, c'est peut-être pas idéal. La neige est particulière, ça colle un petit peu quand même. Hein. C'est pas la même chose que celle que vous trouvez ici. Bon. Il y a une activité peut-être qu'on aurait pu vous suggérer, c'est la plongée sous glace, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au pôle sud pour la pratiquer, vous allez voir. Allez, on est maintenant avec Christopher Hardy, le directeur de la station de Champs-Rousse, de l'Office du tourisme. Et la plongée sous glace, c'est une des activités qu'on peut pratiquer à Champs-Rousse. Hein. Pas besoin d'aller en Antarctique pour ça. Carrément. Et en plus, c'est assez rare en France. Il doit y avoir 3 sites pour en faire. Et on a le site le plus naturel. Parce que pour les coups, c'est sur les lacs Robert là-haut. Et c'est chouette. Ils ont doublé ça avec du bivouac. Maintenant, on peut dormir la nuit. Donc, ils font plonger la nuit. Et c'est des sensations de lumière qui sont assez incroyables. Voilà, on voit un peu le site là qui est... Est-ce que le directeur de l'Office du tourisme a testé l'activité? Non, sa responsable com, oui. D'ailleurs, elle y avait laissé Non, le directeur, non, mais regarde la lumière, elle y avait laissé un gant à l'intérieur. Alors, c'est des sensations incroyables. On n'a pas froid du tout. Il se change dans un petit chalet d'alpage qu'on a à côté. Voilà, ils sont 2 à s'occuper de ça et c'est vraiment quelque chose de... Là, on a eu dernièrement des plongeurs du SDIS qui se sont mis en mode entraînement à l'intérieur du lac. Olivier,
La plongée sous glace, non, c'est pas... Déjà, la plongée sous normale, c'est pas trop ma tasse de thé, Ouais, je me mais disais, alors là, pour sous des- glace, pour des sous glace encore glaciologues. moins. Au niveau MPM, là, on doit être à 400. Ah oui, c'est vrai que là, la mesure des bulles d'air, elle est peut-être un petit peu faussée. En tout cas, c'est une des activités hors ski que la station propose, puisqu'elle diversifie depuis quelques années ces activités. On rappelle quand même que Champs-Rousse, c'est presque le berceau mondial du ski alpin, du ski de Complètement. descente. Henri Duhamel. Ah oui, alors ça remonte pas à 1 million d'années, mais Non. ça remonte quand même au fin du 19e siècle. Ouais, c'est ça, les années 1855, on doit être dans ces eaux-là. Les premières descentes, on va dire, en ski. Et donc, pour nous, un gros ambassadeur, ça fait partie de l'historique de la station de Champs-Rousse. Aujourd'hui, dans les traces d'Henri Duhamel, combien de skieurs dévalent les pistes de Champs-Rousse chaque hiver? On y va pour à peu près 530, 540 000 skieurs. Ah oui, quand même. Sur la concentration de la saison. On fait des pics. On a battu notre record l'année dernière à 14 800 skieurs. On fait des pics Sur une réguliers sur une journée. On fait des pics réguliers à les 12 000. Ça, c'est pour les gros week-ends d'affluence avec Grenoble. C'est une station qui est quand même assez atypique. Elle a toute la clientèle grenobloise qui monte. Mais voilà, ça se gère bien. De toute façon, ça a évolué, tout ça. C'est moins intime que l'ambiance au pôle Sud. Voilà, c'est pas la même chose. Bon, Un par peu contre, il y plus a de loisirs à faire, par contre. Probablement. c'est vrai. Puis on l'a vu sur les images, il y a la mer de nuages Ouais. qui donne un cachet particulier à la station quand on a la chance d'être au-dessus. Elle est folle, cette station. Ouais. Moi, je suis originaire du Vercors, donc je tombais amoureux complètement de Champs-Rousse. Non, c'est vraiment une station panoramique. Puis on en reparlera après, parce que c'est ce qui fait aussi que dans son développement, on joue là-dessus. C'est important. On a les yeux sur les 4 massifs qui nous entourent et sur cette mer de nuages qui devient un océan jusqu'au-dessus de Lyon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un panorama à 360 degrés qui donne une bonne raison à beaucoup de Grenoblois et d'habitants de la région de monter jusqu'à la Croix de Champs-Rousse. Ça, c'est un atout que vous avez valorisé, notamment ces dernières années. Ouais, ça a été. Alors, il y a eu tout un aménagement du sommital, le sommet de la Croix, avec 3 belvédères. Donc, il y a un belvédère qui donne sur le massif de Loisan, avec des œilletons. On peut regarder un petit peu au loin le panorama. Alors là, on tombe sur la Grave, l'Alpe d'Huez, les 2 Alpes. Ça fait aussi une bonne étude pour les jeunes de la neige, de ce qu'on pourra avoir dans le futur. On a un autre belvédère sur Loisan, Beldonne, et un superbe belvédère sur Chartreuse, Vercors et au-dessus de Grenoble, avec table d'orientation pour expliquer, géologie, parce qu'on a un ophiolite sur Champs-Rousse. Et au milieu de tout ça, une passerelle himalayenne, une zone de pique-nique où on a planché en accès libre. Voilà, c'est vraiment une découverte de profiter du sommet, même pour la mobilité réduite. C'est assez pratique. Et voilà, on voit la passerelle au-dessus du couloir de Casserousse, un couloir de légende. Elle fait 130 mètres de long. Elle est à peu près une trentaine de mètres et elle donne accès sur le belvédère Beldonne, où là, on a carrément la vue au-dessus des lacs Robert. C'est une passerelle qui permet aussi d'accéder à une nouvelle piste de ski. Oui. Pour ceux qui connaissent bien le domaine, il y a une petite nouveauté grâce à cette passerelle. En fait, on s'est dit que les gens allaient beaucoup avec les skis, et plutôt que les faire revenir, on a créé Anthracite d'un côté. Ça, c'était rapport à la série qu'on a reçue de Netflix. Et puis, une autre piste de l'autre côté. Donc, c'est des pistes qui sont sécurisées, mais non damées. Alors, une part du côté du couloir de Casserousse, on plonge, et l'autre va emmener retour sur les lacs Robert. Alors pour ceux qui ont envie de profiter de ce panorama, mais qui ne sont pas très à l'aise sur des skis, on peut redescendre depuis l'hiver dernier en tyrolienne. Complètement. Alors ça, c'est un produit qui cartonne. C'est la plus longue tyrolienne du monde à pylône. Je n'exagère pas. Elle fait 1968 mètres, les JO de 68. On se régale. On va à une vitesse qui monte entre 60 et 80 km/h. Et surtout, position assise, ce qui permet de profiter complètement du panorama. Ça, c'est ce qu'on appelle les activités pour sortir du tout ski, parce que la montagne évolue et les gens veulent vraiment passer de bons moments en famille. C'est important. Là, on a des enfants de 9 et 10 ans aujourd'hui sur ce plateau. À partir de quel âge on peut tester la tyrolienne ? On est dedans, 9-10 ans. Après, il y a une question de taille, de poids, si on veut la faire à 2. On est dans ces eaux-là. Et puis, il ne faut pas dépasser 130 kilos, mais on est pesé au départ. Donc, à 9 ans, 10 ans, ça va. Normalement. Et après, on a une différence de poids entre 2 si on est avec papa ou maman. Mais à faire, les jeunes. Ouais. C'est plutôt
une tyrolienne contemplative plutôt qu'une tyrolienne à sensation forte? Thibaut, je te garantis que le P1, tu as des petites sensations. Alors oui, elle est quand même très contemplative. On aurait pu l'appeler Eagle Park, on l'a appelé Adrenaline Park, mais quand même le P1. Et puis après, c'est pareil, une tyrolienne, si tu as un peu le vertige à la base, ça reste tout de suite adrénaline. C'est vrai que là, on est... Mais voilà, on ne l'a pas fait en mode sky allongé, parce que ça aurait été dommage de ne pas profiter du panorama qui est autour de nous. En fait, pour les gens qui auraient peur de le faire, c'est comme un grand vol en parapente, en beaucoup plus rapide. La descente se déguste grâce au panorama. Et puis, l'avantage de ces activités, la passerelle, la tyrolienne et autres, c'est que ça se pratique tout au long de l'année. Elle est aussi opérationnelle pendant la saison estivale, notamment. Oui, hiver-été, parce que ça change. Les gens, maintenant, on en parlait, le matériel s'est amélioré, le damage s'est amélioré. Maintenant, les gens, ils veulent faire 3-4 heures de ski. Après, manger, une autre activité en famille comme la tyrolienne, comme des raquettes, comme diversifier la montagne, passer de bons moments et surtout se créer des souvenirs. Ça fonctionne mieux l'été que l'hiver, ce type d'activité? Elle est plus facile à gérer l'été que l'hiver, parce que l'hiver, c'est très météo-dépendant. Donc il y a le phénomène gel, mais bon, ça gère quand même très très bien. Alors par contre, cet été, elle a fait un gros carton. Ça nous a permis d'augmenter de 50% on va dire le flux touristique sur Champs-Rousses. Bon, alors Champs-Rousses qui mise aussi sur la luge. Je ne sais pas si vous le savez, mais la station a été la capitale mondiale de la luge pelle il y a quelques années. C'est un Champs-Roussien qui détient le record du monde homologué à plus de 114 km/h. Il s'appelle Stéphane Masson. J'ai retrouvé des images d'archives de Télé-Grenoble 2009. Voilà. On assistait, nous aussi, à ces records, à ces tentatives de record du monde de luge pelle sur le bas de la station. Il fallait aller le plus vite possible. Alors, c'était pas réservé aux enfants. Là, c'était plutôt les adultes qui se lançaient dans la pente, parce que là, on peut frôler la catastrophe. Non, parce que c'était des grands adultes, mais il y avait l'arrêt qui était encore pas forcément très bien testé à l'époque. Mais bon, ils savaient ce qu'ils faisaient, nos amis luge-pelleurs. On n'en fait plus ça aujourd'hui. Ça me donne envie d'y retourner là, mais déjà je pensais que c'était des pelles en dur. Donc luge-pelle, ok, j'ai compris. Non, on fait un peu plus attention à la sécurité quand même. C'est plus. Mais ça m'attire, ça me donne envie. Maintenant, il y a des parcours un peu plus sophistiqués. On peut monter en télésiège et descendre en luge classique, ce qu'on appelle des bobs, le long des gaboureaux. Là, ce sont les images qu'on voit. Le snook, le bob, tout. Mais alors ça, par contre, c'est un produit qui est magnifique. C'est le snow luge. C'est 2 km 100 de piste. Là, si on est entre amis, en famille, et puis celle-là, c'est la dernière nouveauté. Évidemment, la luge sur rail et tout ça, ça compose le luge park. Mais c'est 2 produits qui sont super sympas. C'est des sensations fortes. Alors cette luge sur rail, c'est la grande nouveauté puisqu'elle a été construite à l'automne. C'est sa première saison. On peut même la découvrir en version nocturne avec les lumières de Grenoble au fond. Tout à fait. C'est les jeudis et les samedis en période de vacances. Les samedis en dehors des périodes de vacances. Et ça aussi, on a fait le retour des nocturnes, c'est hyper important. Regardez, on est la seule station qui voit ça, on voit les lumières. En fait, pour Grenoble, on est un phare et pour nous, on est un belvédère de Grenoble. Donc, il faut en profiter de ça. Et oui, ça cartonne bien. On a à peu près 450 passages jour pendant l'ouverture. On a ouvert le 22 décembre. Voilà, c'est le petit produit en plus que les gens aiment, les familles. Ils veulent. On a la patinoire aussi, on a encore plein d'autres choses plus naturelles. Là, on parle un peu des choses à sensation, mais maintenant, les gens veulent ça en vacances. Ouais. Et cette diversification, elle est voulue par les gens, elle est aussi un peu contrainte par le réchauffement climatique. Alors peut-être qu'on souffre moins à Champs-Rousses que dans le Vercors ou en Chartreuse, mais j'imagine qu'on y pense à cette raréfaction de la neige et à l'offre ski qui forcément diminue. Alors on y pense, nous on a un plan d'enneigement qui va nous amener jusqu'en 2050, mais bon, entre aujourd'hui et 2050, petit à petit, je pense que le décor va souffrir réellement. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura de la neige tous les ans jusqu'en 2050, c'est chaotique. Après, on ne fait pas de bashing, on voit qu'il y a beaucoup de demandes. 50% de notre domaine est sécurisé, surtout les retours des 3 pôles stations. Et surtout, l'avantage de Champs-Rousses par rapport à d'autres stations, c'est qu'on a, les fronts de neige sont à 1700 mètres. Pour l'instant, ça passe. On va dire que là, c'est surtout les stations en dessous de 1005 qui sont en danger. Après, ça ne nous fera pas rire quand les stations autour de nous fermeront, parce que si on se retrouve à 3 stations dans l'Isère, le flux, alors ça sera bien pour les jeunes grenoblois
mais le flux partira peut-être plutôt Tarentaise ailleurs, Maurienne et Savoie, les grosses stations. Mais voilà, enfin, en tout cas, on prend soin de notre montagne, on essaye de proposer d'autres choses. Là, on a vu des choses un peu sensationnelles, mais on n'est pas des constructeurs de parcs d'attractions. Hein. On fait aussi très attention à notre écosystème, la faune, la flore. On développe des programmes de sensibilisation, de protection de nos lacs. Voilà, nos retenues collinaires sont propres. Faisons en sorte que la montagne vive très longtemps. Alors, la station en mode hiver est ouverte jusqu'au 13 avril. Mais Petite nouveauté. Voilà, vous allez prolonger les choses. Complètement. Ouais. Alors, Madame le maire aimerait qu'on aille vers une station, vers une zone un peu à l'année. Donc, on ouvrira, vu qu'on a quand même pas mal de ponts cette année au mois de mai, tous les week-ends de mai. Donc, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11... 28, 29, 30 et 1er juin, ensuite 7, 8, 9 juin, et ensuite on enchaîne avec l'ouverture de la station officielle. Alors, c'est pas l'ouverture de la station, c'est l'ouverture du domaine, parce que la station, elle est ouverte on peut y aller tout le temps. presque à l'année. Il y a des travaux, il y a un peu tout. Donc là, si vous avez envie de passer des beaux week-ends de mois de mai, on aura la tyrolienne ouverte, on aura la luge sur rail, l'acrobranche normalement, peut-être encore d'autres activités, le spa. Voilà, il y avait du Dévalcart Le Dévalcart, alors lui, il arrivera, on verra selon l'état de la neige, hein, parce que le Dévalcart, par contre, ça aussi, c'est pareil. C'est naturel, hein, il n'y a pas de moteur à ça. Hein. On s'est éclaté quand on a tourné le clip. On n'avait plus envie d'arrêter. Voilà, c'est des produits, mais moi, je suis des années, je suis de 71. La montagne, avant, quand on était gamin, elle était super dynamique. À un moment donné, on a perdu un peu ça, et là, on redevient une montagne très dynamique. Bon, on pourra skier s'il y a de la neige au mois de mai, par exemple ou... Non. Oui. Non. 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 Non, on fera. C'est fini. Après. D'accord. Là, mais c'était une question. On sent qu'en novembre, on a envie. On sent qu'en mai, on a envie de se passer un peu à autre chose. Bon. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait 4 mètres. Un dernier mot, Champs-Rousse, c'est la station olympique, mais de 68. Ça ne sera pas pour 2030. Il n'y aura pas de compétition en Isère. Non, mais on développe un projet. On est un peu déçu que l'Isère ne fasse pas partie du projet des Jeux de 2030. Alors, même s'il y a un peu des débats là-dessus. Nous, on va proposer de devenir terrain d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a toutes les qualités pour être en hauteur et d'avoir l'enneigement nécessaire. Sur les parties techniques en ski alpin, géant et slalom, on aimerait accueillir des équipes nationales pour qu'elles viennent s'entraîner un peu à l'abri des gros sites. Et ça nous permettrait de raccorder l'Isère dans ce projet olympique, de rallumer un peu l'étincelle dans les yeux des enfants, parce que c'est important, les JO. On a vu le succès des JO de Paris. Et en plus, c'est vraiment cohérent parce que, par exemple, une athlète comme Michaela Schifrin, au championnat du monde de 2023, a été s'entraîner à Orsières-Merlette, loin de Courchevel-Méribel, pour pouvoir être à l'abri. Donc, on peut prétendre avoir de très belles équipes sur notre territoire. Bon, d'autant qu'il y a un jeune Champs-Roussien qui pourrait bien être un des acteurs des JO de 2030. Il s'appelle Alban Enesi Canafarina. Il a été champion du monde junior en 2023. Il fait un top 30 en Coupe du Monde cette saison à Val d'Isère. Il aura 26 ans en 2030. Voilà, c'est le Florence Masnada. La succession de Florence Masnada est presque assurée avec lui. Ouais, c'est les pics, c'est ça. Hein, c'est les pics. Il peut prétendre à péter, à exploser dès maintenant, hein, dès 2026. Alors après, il y aura aussi, on peut voir aussi, on a Jules Faye-Ostreich, qui est un petit jeune en sport adapté, qui est déjà multiple champion de France. Là, ça a l'air de bouger. Les sports adaptés devraient rentrer dans les Paralympiques. On verra, ça fait beaucoup de médailles possibles pour Champs-Rousse. Eh ben, on suivra ça avec plaisir. Est-ce qu'on tourne des clips de musique à Champs-Rousse ? Oui, en ce moment, cette année, c'était les scènes musicales à l'honneur. Donc, on a fait des captations. Cool. Mais je vais prendre contact. Ouais, je note. Bon, il y a eu un clip célèbre, un clip musical, publicitaire célèbre à Champs-Rousse. Vous n'étiez pas né, Christopher, c'est celui-là. 1986, la pub Caprice des Dieux qui a marqué une génération. C'était dans le téléphérique de Champs-Rousse. On voit Philippe Allot dedans, un des pisteurs de Champs-Rousse. Caprice à 2. Hop. Et voilà, ça on peut plus le faire. Alors on a vu la dent de Crawl derrière. Voilà, c'était un petit clin d'œil. C'était une pub réalisée par Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés fond du ski, qui aimait bien tourner en montagne. Et ça me permet de faire la transition avec la dernière partie de cette émission. Alors, on va parler musique avec Léo Prévitali, qu'on a déjà reçu dans cette émission pour d'autres projets, notamment autour de l'agriculture urbaine. Oui, ça date, ouais. Ouais, ça date, mais cette fois, on fait que des trucs, des retours en arrière, entre 1 million d'euros, 1 million d'années. 1 million d'euros, je crois. 1 million d'euros aussi.
Cette fois, on va parler musique avec Léo pour parler des live sessions de l'association Café de Nuit, qui est une association, je présente ça comme une bande de copains. Est-ce que c'est la réalité ? On peut clairement présenter ça comme ça. Donc c'est avant tout une bande de potes. On est tous du milieu de l'audiovisuel ou du spectacle vivant en fait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de nos jours, la vidéo c'est devenu un médium un peu incontournable pour les jeunes artistes qui ont envie de se produire et en fait de montrer ce qu'ils sont capables de faire aux programmateurs et aux programmatrices des festivals. Et du coup, on a créé Café de Nuit qui du coup leur offre des captations de live sessions. C'est très souvent des services qui sont plutôt on va dire, difficilement accessible pour des jeunes groupes émergents. Et du coup, pour nous, on a à cœur en fait, de faire rayonner cette culture locale qui est on a un vivier quand même hyper fort de talents musicaux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en général. Et du coup, en fait, on leur offre la possibilité de montrer ça au monde entier. Ça fait plusieurs années déjà que le projet a démarré. Ça fait 4 ans. On a créé ça à un moment un petit peu spécial qu'on appelait le Covid. Je ne sais pas si ça vous rappelle des trucs. Je ne sais pas si les enfants se souviennent de cette période où on n'allait pas à l'école. C'était sympa. On n'allait pas à l'école et nous non plus, on n'allait pas à l'école. Et on était un petit peu, on va dire, en manque de live parce qu'on est vraiment des amoureux de la musique live. Et du coup, les concerts nous manquaient un petit peu. Donc, on a décidé de créer nos propres live sessions dans notre studio à JR, qui est en réalité le salon de la maman de notre ingé son, que l'on embrasse. Et on a en fait aménagé ce studio avec du coup de plus en plus de matériel professionnel, de lumière, de son, etc. Et on a décidé de continuer le projet. Alors là, on voit les images de votre première vidéo. Comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, c'est vous qu'on retrouve au micro. Hein. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est du coup mon groupe de musique Wayne, que j'embrasse aussi. On a servi de Crash Test, hein, clairement. C'est un groupe du coup qu'on partage avec 2 autres amis de l'association. On a servi un peu de Crash Test et puis les retours ont été bons. Donc on s'est dit continuons et appelons d'autres musiciens à venir derrière le micro et on a continué à les filmer. Bon. Studio d'enregistrement maison, on n'a pas l'impression sur ces images qu'on est dans la cuisine d'une maison traditionnelle. Ouais, alors ça demande un petit peu d'installation, un peu d'organisation à chaque fois. Donc on loue des lumières, on loue pas mal de matos backline donc pour brancher les instruments, etc. Donc l'espace d'un week-end, disons que le salon est un petit peu transformé. Donc on a un peu l'impression d'être des déménageurs à ce moment-là. On doit bouger des canapés, remettre des canapés, etc. Donc c'est des week-ends assez fatigants, mais très souvent on ressort de là avec un énorme smile et les artistes aussi pour l'instant. Donc on est content. Bon, depuis le début du projet, il y a une vingtaine de groupes qui se sont produits dans le salon de l'association Café de Nuit avec une programmation très éclectique. Soulever la poussière, piétiner le décor. Et quand tu as terminé, j'évacue les blessures. Dans un autre décor, je m'isole, je m'en vais, un nuage de fumée. Affamé loin de chez vous, j'éteins le cendrier. Un nuage de fumée. Que la fureur et même pas de belles fleurs. Je pense qu'il n'imagine même pas. Check, t'es pas à l'abri qu'on prenne ce breakbeat, qu'on rend grec frite. Et qu'avec la maillot prenne vite. Respire, si t'es pas à l'abri, comment Palestine te rend pareil, j'dis dans sa Palestine. Un dernier moustache parasol, vodka paracétamol. Bon, vous prévenez les voisins quand vous enregistrez ou comment ça se passe? Alors on a de la chance, on est dans la combe de JR, les voisins, ça va, on n'est pas trop proche d'eux. Par contre, c'est assez marrant du coup quand les parents à côté ont des invités, etc. Donc là, vous voyez, le salon se transforme vraiment à chaque genre musical. Là, dans l'ordre, on a eu l'Amuse-Gueule, on a eu Milena, on a eu le crew de rappeurs Opus Crew, on a eu As the New Revolt, donc où là c'est vraiment du gros métal vénère. Donc voilà, on aime tous les genres musicaux. Et tous les genres musicaux sont les bienvenus dans le salon. Comment vous choisissez les groupes? C'est eux qui vous sollicitent? C'est vous qui allez sur des coups de cœur? Alors il y a un peu de tout ça. On reçoit énormément de mails. Comme tu te doutes, les gens aiment vraiment beaucoup l'idée de se faire filmer gratuitement pour pouvoir diffuser leur musique. Donc on reçoit énormément de mails. J'en profite pour remercier tout le monde pour leur patience. On répond
avec du retard. Mais en fait, on essaie de créer des comités de sélection assez réguliers pour écouter en fait, ce qui nous plaît et du coup faire venir les gens. Mais le plus souvent, j'avoue que c'est vraiment beaucoup plus à l'improviste et beaucoup plus improvisé. Je pense notamment à Seb, là, qu'on a vu tout à la fin. On l'a vu sur scène en première partie de MPL. Et on est allé le voir, on lui a dit... Seb, c'est celui qui chante en tongue. Ouais, absolument. Ouais. On lui a dit, mais mec, c'est génial ce que tu fais, viens, on te filme, quoi. Et il est venu. Et ça arrive assez régulièrement comme ça. En fait, on a un coup de cœur et on va récupérer ces artistes-là sans du tout regarder est-ce qu'ils sont connus, pas connus, est-ce que ça va nous apporter des vues, etc. Nous, vraiment, on s'en fiche de ça. On veut, au contraire, donner l'opportunité à des groupes qui nous plaisent de pouvoir faire leurs preuves, en fait. Alors, c'est gratuit pour eux, vous faites ça bénévolement. Il y a peut-être quand même besoin d'un peu d'argent pour faire tourner ce concept. Tu mets le doigt sur le on parlait d'1 million d'euros par erreur tout à l'heure, mais... Pour l'instant, on est 100% bénévole et c'est comme ça qu'on tourne. Là, dans l'idée... On a envie de en fait, proposer plus de sessions. On est en train de développer notamment, on en reparlera, mais des sessions hors les murs qui se passent du coup hors du studio. Donc on a plein d'envies, plein de projets, mais du coup on a quand même envie de faire en sorte que on puisse se faire des cachets avec ça. Donc on va essayer là cette année de faire une grosse campagne, d'essayer de trouver des subventions, des mécènes. Donc voilà, s'il y a des gens de l'économie sociale et solidaire ou du monde de la musique qui ont envie de venir participer à ce projet, vous êtes les bienvenus pour qu'on discute de ça. Bon, là, c'est la dernière vidéo puisque la nouvelle saison vient de démarrer. Desert Street, c'est un groupe world music, comme on dit, qui a mis aussi de l'ambiance, j'imagine, dans la cuisine. Ouais, carrément. On les remercie beaucoup. Ils font du blues du désert. C'est absolument génial ce qu'ils font. Donc, allez écouter Desert Street. Là, on voit bien sur ce plan-là qu'on est dans une maison. Hein. On a vu le radiateur. On commence à essayer justement de mettre des plans un petit peu backstage. Donc on essaye de montrer en fait que c'est à la bonne franquette. En fait, ça fait partie de l'identité du projet et on le défend et on l'aime comme ça. Bon. Dernier petit coup de cœur pour finir cette émission, parce que vous faites des sessions hors les murs, c'est nouveau ça ? Tout à fait, en fait on a envie de sortir un petit peu du studio, donc ça va pas du tout mettre fin à notre playlist habituelle qui se passe dans le studio AJR, mais on a des envies d'aller à l'extérieur. Donc là on a notre première session hors les murs, Joy, une artiste parisienne et grenobloise à la fois qui fait du rap et que je vous invite à suivre. Donc on a tourné cette session-là au Ciel et on s'est vraiment régalé à faire cette session là-bas. Donc on va essayer d'en faire d'autres et on vous tiendra informé, évidemment. Bon, il suffit d'aller de toute façon sur la chaîne YouTube des live sessions au Café de Nuit pour avoir toute la collection. On les diffuse aussi avec plaisir, nous, sur Telegram, parce que vous faites du travail de qualité et c'est notre ingé son qui est très sensible à ça qui me l'a dit. Cool. Voilà. Il y avait un son digne de professionnel. Merci beaucoup de diffuser ça et on vous enverra du coup la prochaine live session à la base de Columbia en Antarctique. Et ça peut animer les soirées du pôle sud. Là. Bon, merci en tout cas à tous les quatre. Merci aussi pour leur patience. Ils ont été très sages. C'est CM1 et CM2 de l'école de Bernin. Et puis nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.